Bonjour à tous. Le thème pour moi, de mon intervention, c'est la violence à travers les cours de Marcel Jousse. Et je peux même dire la violence de l'homme lui-même que je vais aborder. Deux petites citations pour commencer de Marcel Jousse. Quelquefois, on s'étonne de la violence de ma parole. Elle est terriblement maîtrisée comme est maîtrisée la parole d'un 75. Nous sommes des êtres mathématiquement violents. Nous attaquons jusqu'ici et nous allons jusque-là, pas plus et pas moins. Eh bien, nous voulons, nous, tuer ceci, le perroquetisme. Et nous voulons ressusciter cela, le mimisme. Je suis un paysan conscient, et c'est cette prise de conscience que je veux précisément non pas faire passer en vous-même, il faut que ce soit une intussusception immanente. Rien de moi ne peut passer en vous, il y a seulement vous qui pouvez être de plus en plus clair à vous-même, c'est tout. Et donc c'est une citation de l'école d'anthropologie, février 41. Et une autre, un peu pour contraster avec la première, nous ne pouvons pas, dans les choses vivantes, agir avec violence et par saccade. Personne n'est moins révolutionnaire que moi, parce que j'ai étudié la vie et que je sais que la vie ne procède pas par révolution. Elle procède par évolution lente et progressive qui, de temps en temps, peuvent apparaître comme brusques, mais il y a toujours eu une préparation très lente, insensible, en telle phase ou telle autre phase. On est toujours à l'école d'anthropologie, là cette fois-ci en 32, donc bien avant. Donc voilà, pour donner un petit peu le ton de mon thème. La violence, plus largement la lutte et le combat, sont omniprésents dans les cours de Marcel Jousse. Et pour mieux s'en rendre compte, j'ai recherché les thèmes opposés comme la douceur ou la paix. Ce sont des thèmes qui apparaissent très rarement. Même la confraternisation, et non pas la fraternisation, comme disait Gabriel, la confraternisation n'est pas la paix, mais une après-guerre ou une entre-deux-guerres. Et donc deux aspects principaux du thème se détachent clairement, et ce sera finalement le plan de mon travail, de mon intervention, la violence de Marcel Jousse dans ses cours, stylistiquement, intellectuellement, à des fins pédagogiques, et puis la violence, la lutte, le combat dans le monde anthropologique, social, et parfois aussi dans le monde animal, dans les cours de Marcel Jousse. Et donc dans ces cours, tout thème d'enseignement peut être abordé sous cet angle, l'angle de la violence, ou encore n'importe quel thème apparemment sans rapport avec la violence peut laisser apparaître une violence ou la nécessité d'un combat. Pour Jousse, je cite la vie est combat, et il ne peut pas enseigner une anthropologie réaliste en masquant la violence. Je ne pourrais pas traiter tous les thèmes, tous les aspects de la violence dans les cours de Marcel Jousse ici même. Je donne à titre de, comme une perspective, ce que ça représente dans les cours de Marcel Jousse. Nous avons le combat pour le style oral et gestuel contre l'écrit, le combat pour le mouvement, contre l'immobilité, contre la rigidité, le combat pour l'enfant, et même pour les droits de l'enfant, puisque Marcel Jousse, je ne sais pas s'il invente cette expression, mais en tout cas il est un des premiers à l'utiliser. Le combat contre le modèle adulte plaqué sur l'éducation de l'enfant, le combat pour la connaissance des traditions, la sienne et celle du monde, contre le mépris des modernes, le combat pour l'indigénisme, contre l'indigénat, en quelque sorte, le combat contre la colonialité, plus encore que contre la colonisation, le combat contre le racialisme scientifique à l'époque, la question de la guerre, l'occupation, la résistance, le combat pour la connaissance contre les positions établies et contre le langage dominant, ce que Marcel Jousse appelle le combat contre le langage social, la lutte du découvreur pour imposer ses découvertes, la lutte souple et disciplinée pour le mimisme, pour laisser le mimisme s'écouler en soi, le combat intérieur si l'on veut, la lutte pour être soi, le combat contre ou avec l'algébrose, la lutte contre ou avec la vieillesse et la maladie de la part de Marcel Jousse lui-même, la violence de la vie, le combat pour la vie. Il n'y a pas de combat contre la mort dans les cours de Marcel Jousse. Je n'ai pas vu non plus de combat pour la paix, sauf peut-être une fois où il dit qu'il faudrait des soldats pour la paix, mais c'est un apax. Et il y a la lutte contre l'oubli, le combat pour la connaissance des méthodes traditionnelles concernant la mémoire, le combat contre la mort des langues et la fin des civilisations, le combat pour le paysanisme universel, le combat pour Yeshua, la connaissance de l'araméen, surtout targoumique, et le combat pour l'authenticité de l'évangile contre le modernisme.
Donc le combat de la méthode anthropologique joussienne contre la méthode historico-critique sur ce thème-là, qui est en fait un champ de bataille pour Marcel Jousse. J'ai encore quelques thèmes: la lutte pour passer de la colonisation et de la colonialité à la confraternisation, la lutte pour revitaliser une tradition en moyen de l'anthropologie du geste, et en ce qui concerne Marcel Jousse, pour revitaliser sa propre tradition, la lutte pour le style oral et gestuel, ici et maintenant, afin qu'il serve à quelque chose, en relation avec de nouveaux médias, de nouveaux enjeux dans nos sociétés contemporaines. Et je m'arrête là. Ça donne presque le catalogue de tous les thèmes associés à la violence avec la lutte et le combat. Cette violence, on le voit dans ma liste, cherche un dépassement. Ça se cherche en Marcel Jousse, pourrait-on dire. Elle ne débouche pas sur une tentative d'harmonie. Jousse trouve son équilibre en assumant ses contradictions et ses conflits intérieurs-extérieurs, qui viennent nourrir son enseignement. En revanche, Jousse cherche, ou se cherche en lui, des ouvertures. Il ne reste pas enfermé ou pas toujours dans le conflit. La confraternisation représente typiquement un essai de dépasser les oppositions et les conflits. Il ne s'agit pas d'une synthèse de type hegelien, thèse, antithèse, synthèse, mais vraiment de l'ouverture d'un espace autre où il deviendra possible de changer complètement de voie et d'attitude. La confraternisation, c'est un espace où tradition et modernité, colonisés et colonisateurs d'hier, pourront travailler main dans la main à la connaissance, en se servant des laboratoires ethniques pour faire progresser la science sur certains thèmes, par exemple l'étude de la mémoire, je vous dirais des mémoires, ou encore les différentes pédagogies, ce qui pourrait, par contre-coup, renouveler les conceptions pédagogiques contemporaines auxquelles Jousse reproche de ne reposer que sur l'écrit, la position assise et l'enfermement de l'enfant. Les savoirs anciens peuvent contribuer aux sciences modernes, et les sciences modernes, si elles les étudient vraiment, elles peuvent aussi contribuer à un renouvellement de ces traditions. La tradition elle-même peut être un objet de savoir, c'est d'ailleurs ce que fait Marcel Jousse dans ses cours. Encore une fois, ce n'est pas de sa part une proposition de synthèse ou d'harmonie. C'est une bascule que Marcel Jousse a conscience de préparer au moyen de ses cours donnés pour un public très varié, au cœur de Paris, au temps où l'on pouvait avoir deux pays, son pays et Paris. Il n'ignore pas qu'il est capable d'avoir une influence, et ses cours sont aussi à lire avec cette indication en tête. C'est un influenceur, comme on dit aujourd'hui, et c'est aussi un modèle. Cela explique en partie comment il donne ses cours, y compris lorsqu'il va explorer des thèmes difficiles, et qu'il le fait sans diplomatie aucune. C'est donc un orateur qui veut secouer son auditoire à distance afin de provoquer une prise de conscience. Et il veut aussi libérer l'espace de cette prise de conscience. Ça explique souvent la violence du style. Pour y parvenir, Marcel Jousse estime qu'il doit rester relativement spontané, surtout considérant ce que représente la spontanéité pour sa méthode anthropologique. Il ne doit pas travailler son style, le style c'est l'homme, donc il ne faut pas que ce soit calculé ou scénarisé. Il ne faut pas qu'il y ait de préparation ni de jeu d'acteur. Le paradoxe, c'est qu'à partir de là, on peut avoir le sentiment que Jousse joue ou surjoue parfois, plutôt qu'il ne rejoue au sens de lui-même, au sens joussien, un style brut de décoffrage ou adjudant de caserne. Paradoxalement encore, il est tout à fait capable ponctuellement de se laisser aller à dire Maman, je t'aime dans un amphithéâtre, ou Je vous aime à ses élèves en face de lui. C'est sa spontanéité qui agit à travers ses gestes. Ici, c'est son geste oral, sur le moment. Ce qu'il n'accepterait pas, ce serait de jouer un rôle, pas même son propre rôle. Il n'a pas à faire le dur, parce qu'il l'est suffisamment comme ça. Il n'a pas à donner des gages de douceur non plus. Ça s'exprime à travers lui, et comme le propose sa méthode dans sa dimension qu'on pourrait appeler de développement personnel, il faut laisser le mimisme s'écouler en soi, en travers soi, en direction des autres. L'anthropologie du geste n'est pas une expression corporelle, dans le sens où ce n'est pas moi qui m'exprime. C'est le mimisme en moi qui doit trouver l'espace pour s'exprimer. De là, l'anthropologie du geste cherche à retirer les obstacles qui lui barrent le passage. Ce n'est pas Titus qui s'exprime, c'est le mimisme à travers lui, à travers moi. Ce n'est pas vraiment le mimisme de deux Titus, parce que si je ne le connaissais pas avant, peut-être que je ne me connaissais pas moi-même, ce n'est pas préparé et rien n'a été calculé. Sinon, ce n'est plus un mouvement spontané. Et sans cela, ce n'est pas le mimisme qui s'exprime, mais c'est un moi-je qui scénarise quelque chose. Cela peut porter le nom de mimisme parce qu'il y a la part du souvenir et souvent du sentiment, parce qu'on a puisé en soi quelque chose pour s'exprimer. Mais encore une fois, pour Marcel Jousse, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas le critère.
nos gestes spontanés sont extrêmement rares et un des objectifs pédagogiques de Marcel Jousse est qu'ils soient un peu plus fréquents. Pour comprendre la violence de et dans les cours de Marcel Jousse, il faut comprendre d'où il parle, je crois, et à qui il parle et ce qu'il tente de faire de cette relation. Son enseignement consiste à susciter des prises de conscience gestuelles, ce qui veut dire qu'il s'adresse aux gestes de ses auditeurs spectateurs ainsi qu'à leurs souvenirs gestuels. C'est un prêtre guerrier, combattant de 14-18, qui parle à des gens qui ne sont souvent ni l'un ni l'autre, et en tout cas jamais les deux ensemble. C'est aussi un paysan oraliste sartois qui parle à un public plutôt urbain et très littéraire. C'est aussi un indianiste qui rapporte des Amériques un savoir qu'il a appris des Indiens à une société parisienne qui ne connaît de ces mondes que ce qu'elle a vu à l'exposition coloniale, où le primitif, scénarisé, jouait à ce qu'on croyait être son propre rôle. Jousse est, et propose l'antithèse de ce que ses élèves ont reçu depuis leur enfance, sans pour autant proposer de synthèse. Ce n'est pas pour cela que Jousse fera exprès de leur parler violemment, éventuellement brutalement. Je ne pense pas non plus que ce soit une des conséquences de la brutalisation, comme on dit, de la Première Guerre mondiale. La brutalisation, c'est quand la brutalité qu'on a connue sur les champs de bataille est ramenée avec soi dans la vie civile. Et donc, ça donne les mouvements politiques de l'entre-deux-guerres. C'est la violence politique, la violence sociale. Je n'ai pas d'indice dans ce genre-là, dans le comportement de Marcel Jousse. Non, il est violent dans la défense de ses idées, de ses travaux. Il peut être brutal quand il estime qu'il doit toucher quelqu'un, mais il veut aussi que les gens puissent toucher du doigt telle ou telle réalité. Sa violence doit servir à les conduire à cette réalité. Il s'agit donc de tactiques pédagogiques qui se comprend et s'expliquent parce qu'il conçoit ses cours comme des cours de prise de conscience. Et donc il y a un style professoral gestuel qui est propre à Marcel Jousse. Dans son enseignement, le corps, la parole du professeur doivent être comme une caméra. Le professeur a enregistré le réel en lui et il doit le montrer, le rejouer, autant dire le mimer. Ce mime peut être verbal ou gestuel. La parole professorale doit s'approcher au maximum de la réalité montrée sans pour autant prétendre coller avec elle, ce qui n'est pas possible. Ce mime s'adresse aux gestes des élèves. Si le cours porte sur la colonisation, il faut qu'ils ressentent ce que c'est. Marcel Jousse donne à comprendre et à savoir. Comprendre, c'est avoir vécu, et comprendre ensemble, au sein d'un amphithéâtre, c'est avoir vécu ensemble. Le professeur doit donc retransmettre une expérience et faire vivre une expérience. On peut dire que c'est une expérience et une approche empathique dans ce sens-là. Jousse a surtout une conception cinématographique de son enseignement. Il ne parle que de ce qu'il a vécu. C'est l'auto-anthropologie. Et il cherche des expériences analogues chez ses élèves afin de se servir de leurs souvenirs pour non pas enseigner au sens classique du terme, mais pour provoquer quelque chose en eux, et en tout cas mieux leur faire comprendre une réalité. Alors, les formules doivent être frappantes, la démonstration doit être décisive, et l'effet sur le corps, sur les gestes des élèves en face de lui, doit être réellement impactant. L'auditoire ne doit pas pouvoir ressortir de là indifférent. Jousse est donc à la frontière du jeu de scène, car tout de même, il recherche des effets, à produire des effets gestuels chez les gens. Mais comme il ne se prépare pas, le critère de la spontanéité est respecté. Jousse ne s'oblige pas à mimer physiquement tout le temps, ce serait épuisant. Donc la parole mime, parce que la pensée est aussi un mimage, et parce que le réel reçu dans l'anthropos relève déjà du mimage. La violence stylistique et méthodologique de Jousse relève alors, selon moi, beaucoup plus du problème de la difficulté d'expression entre deux mondes, surtout que Jousse se donne des contraintes supplémentaires en voulant incarner le style oral et gestuel à l'université. Ce faisant, il accroît la difficulté, il augmente l'écart entre son auditoire et lui, car il tient à leur montrer à quel point son style est différent et en quoi il l'est. Il veut ouvrir un accès à travers lui aux autres cultures mimo-oralistes du monde, et son geste devient un canal radiophonique ou audiovisuel entre deux mondes. Et de là, probablement, de mon point de vue, une violence joussienne qui s'explique autant par l'exigence d'un mimage réaliste de ce qu'il veut montrer, que par une difficulté d'expression intermimismologique, c'est son expression. Une expression qui doit faire la jonction entre deux mondes à travers un style très original et une conception de l'enseignement au moyen de l'auto-anthropologie qui, là aussi, peut être déstabilisante. Bref, Marcel Jousse sera-t-il compris? Et le comprendre, c'était comprendre son style professoral. Il ne faut pas non plus esquiver la part de la violence personnelle dans le choix de Marcel Jousse, le choix de la méthode et de la pédagogie.
et un tempérament porté sur le combat et sur la résistance, probablement là aussi façonné par le milieu paysan dont il est issu. Les idées qu'il porte, la démarche qu'il apporte ne sont pas dans l'air du temps, en tout cas pas toujours. Alors d'un côté, il profite d'une ambiance culturelle favorable à son enseignement, c'est le Paris de l'entre-deux-guerres, très dynamique, et de l'autre, il est à contre-courant du milieu auquel il évolue, au sein duquel il évolue, et auquel il professe. Marcel Jousse est resté tout de même un solitaire et son anthropologie se penche régulièrement sur l'épopée des grands génies solitaires en face du monde qui ne le comprend pas ou qui les rejette. Une violence de plus dans ses cours. Il a ressenti violemment le modèle scolaire où il a appris le français comme une langue étrangère, où rester assis à lire et à écrire aura été pénible, et ce toute sa vie. Une enfance durant laquelle il rejette même le catéchisme, qu'il qualifiera ensuite d'algébrosé. En fait, il est toujours en décalage ou en résistance face à un modèle dominant. Son combat ne porte pas vraiment sur les idées. Il est partisan de la laïque et il est catholique. Son combat porte sur les gestes et les rythmes, c'est-à-dire sur un style de vie. C'est donc le style professoral qui exprimera cette violence. L'avantage, c'est que ce style lui servira aussi à montrer et à expliquer des réalités violentes, particulièrement là où on ne les attendait pas. Ce style professoral gestuel implique un rapport à la spontanéité. Et ce rapport, ou cette exigence, est aussi, à mon avis, explicatif de la violence dans ses cours. Sponte sua, c'est agir par soi-même, ce n'est pas réagir. Ça, c'est la réponse responsa. Et la spontanéité de Jousse, telle qu'elle se manifeste dans ses cours, en tout cas, c'est une réaction. Une réaction à tout ce qu'il considère comme faussé, infondé, à la violence des autres, et en règle générale, à tout ce qui tend à contraindre le mimisme à être autre chose que lui-même. Il combat pour la spontanéité du mimisme, plus qu'il n'est lui-même spontané, Marcel Jousse. Du coup, Jousse est en réaction plutôt qu'en action. Son intussusception, telle qu'il l'a définie, l'est tout autant. Il s'agit de réagir aux interactions du cosmos, pas de prendre l'initiative, sans nécessairement réagir à quelque chose. La spontanéité, ce serait agir conformément à soi-même et tracer sa propre voie en refusant de réagir systématiquement aux autres. Comme le disait Marcel Jousse, qui citait Janet, la psychologie est une réaction à soi-même. Or, Marcel Jousse réagit énormément aux autres. C'est aussi comme ça qu'il est en prise avec son temps et en relation avec ses contemporains. Alors même que le contexte n'explique pas forcément la création d'une anthropologie du geste, puisque jamais le geste n'a été un objet de savoir avant ni en même temps que Marcel Jousse. La réaction de Jousse aux événements contemporains et aux débats d'idées, c'est le rapport qu'il crée avec la société dans laquelle il vit, un peu comme un étranger, un Indien à Paris. Et s'il doit créer le rapport, c'est parce que ce rapport n'est pas originel ni structurant de ce qu'il est, qu'il n'a pas été façonné par ce milieu-là. Ça n'a pas non plus contribué à l'élaboration de sa méthode. Cela donne à Marcel Jousse un petit côté réac à tous les sens de l'expression. Ça explique ses accès de colère froide. Cela s'explique parce qu'il est bien plus en responsa, en réponse, qu'en sponte sua, en spontanéité, en action. Il improvise même ses cours en fonction de ses élèves, de leurs travaux ou de leurs intérêts, ce qui ne l'empêche pas de revenir ensuite à son idée directrice, après avoir fait l'école buissonnière. Il me semble que la violence du style ou des propos s'explique aussi à partir de ce rapport à la spontanéité comme réaction. Il réagit à des violences qu'il a intussusceptionnées, et sa réaction est proportionnelle à l'intussusception, c'est-à-dire pas à la violence objective, mais à la violence ressentie par lui sur tel ou tel sujet. Je discerne dans les cours de Marcel Jousse trois grands champs de bataille: l'enfant, les peuples spontanés et les cultures, c'est-à-dire les cultures traditionnelles, et puis Yeshua, ou Jésus si vous préférez. Il y a aussi le thème de la connaissance et de la défense de la France, avec le gallo-galiléisme, mais finalement c'est un terme qui permet la jonction des trois précédents. Jousse est frappé devant l'enfant qui vient de naître, devant sa fragilité et son potentiel en même temps. L'enfant est désarmé, mais en même temps, il est outillé pour la vie, car le mimisme se met en marche spontanément dès les débuts de la vie. Ce mimisme, c'est le jeu et le rejeu. En l'occurrence, l'enfant commence à intuitionner les gestes avec lesquels il entre en contact, les gestes humains de l'environnement immédiat. Bref, l'anthropos commence à se remplir des informations en provenance du cosmos. Dans l'anthropologie de Marcel Jousse, tout proviendra de ce mimisme spontané. Spontané parce que tous les enfants miment et jouent alors que personne ne leur a appris ni demandé. Et spontané parce que la cognition et l'expression sont du mimage. Toutes les activités, toutes les productions du futur adulte en dépendront.
les arts, les sciences, les lettres, les métiers, tous les gestes de la vie quotidienne. Or, une violence est faite à l'enfant, qui implique une réaction en retour, une violence joussienne sur ce thème de l'enfant, comme à un geste de légitime défense. On empêche le développement du mimisme par des pédagogies et des systèmes éducatifs qui ignorent l'anthropologie du mimisme. Finalement, dès que l'enfant entre à l'école, il y aurait comme une brisure dans la voie du mimisme parce que l'enfant ne pourrait plus être lui-même. L'adulte ne le pourra pas non plus à cause du langage social. De là, une réaction joussienne qui consiste à proposer une voie pour redevenir soi-même. Redevenir plutôt que devenir, car il y a chez Marcel Jousse une quête du retour et une nostalgie de l'âge d'or de l'enfance. Cette voie consiste à prendre conscience du mimisme en soi, mais aussi à prendre conscience et connaissance des obstacles sur le chemin, de tous ces gestes et de toutes ces paroles qui nous ont façonnés et modelés, et avec ou contre lesquels il faudra bien lutter pour exister par soi-même. Sinon, l'individu n'est que la réplique du modèle en place. Le style, c'est l'homme, encore une fois, et il permet de devenir son propre modèle pour soi-même, ce que Jousse illustre au moyen de l'auto-anthropologie qui n'est pas un exercice d'égocentrisme. Il veut montrer comment il fait pour rester lui-même. Ses maîtres peuvent être Rabbi Yeshua, les Indiens ou l'enfant, mais son modèle c'est lui. C'est sa propre trajectoire et particulièrement son enfance paysanne. De là, Jousse est capable de s'emporter dès qu'il aborde certains thèmes. Il affirme qu'il se bat pour les droits de l'enfant, le droit au mimisme en somme. Mais sa vraie violence est dans la description des mécanismes et des logiques qui empêchent l'éducation mimismologique ou anthropologique, qui tente de fabriquer un type d'enfant conforme au prototype, à ce qu'il appelle, Marcel Jousse, l'adulte blanc civilisé. On construit l'enfant, dit Marcel Jousse, qui ne le déconstruit pas pour autant. Mais cette construction n'est pas son développement normal. L'enfant est éduqué selon ce qu'il doit être et selon ce que l'adulte décide de ce qu'il devra être. C'est-à-dire qu'il n'est pas éduqué selon ce que l'enfant devrait être, en fonction de lui-même. En effet, pour Marcel Jousse, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, et il ne faut pas fermer les voies de l'enfant. On ne sait pas de quoi il sera capable plus tard. Et donc l'éducation mimismologique, ça sert à lui laisser un maximum de voies ouvertes. Et puis on verra dans laquelle il pourra s'épanouir, on verra dans quoi il se révélera plus tard. Il y a aussi le combat pour les peuples spontanés, les peuples enfants, dit parfois Marcel Jousse. C'est un terme qui lui permet de combattre la formule de l'anthropologue Lévi-Brühl, le prélogisme. Les cultures traditionnelles du monde ont gardé ce lien avec le mimisme, selon Marcel Jousse. Et par exemple, il s'appuie très régulièrement sur les Indiens qu'il a personnellement connus. Ils miment, leur langage est un mimame, c'est-à-dire un mimage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas algébrosés. Et l'algébrose, c'est la maladie du langage qui intervient quand le langage ne mime plus, quand il n'y a plus de mimisme à l'intérieur du langage. Jousse ne traite pas de la colonisation, c'est-à-dire de l'exploitation des ressources matérielles ou de la domination d'un territoire. Il parle de la colonisation des gestes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant la colonialité. Parfois on dit la colonialité de l'être. La violence qui est faite à ces cultures colonisées au sens commun du terme, c'est qu'on a voulu remplacer leurs gestes et leurs rythmes par d'autres, les leurs par les nôtres. C'est une violence faite au mimisme par l'algébrose, en somme, car le modèle du colonisateur, c'est l'urbain, la grammaire, le graphisme, la position assise ou encore la culture classique et ses langues mortes, le latin et le grec, mais aussi une évangélisation tout aussi algébrosée que l'enseignement laïque, sans rapport avec l'enseignement mimismologique de Rabbi Yeshua. C'est le jugement de Marcel Jousse. En face des peuples qui bougent, qui miment, qui vivent en pleine nature et qui, grâce à ce mimage qui est un langage, ou ce langage qui est un mimage, en épousent toute la richesse et la complexité. Ils façonnent leur paysage autant que le paysage les façonne. Il n'y a pas, dans la pensée de Marcel Jousse, de dualisme entre la nature et la culture, grâce au thème du paysage et du paysan. De toute façon, le thème nature-culture n'y existe pas. Le geste unifie ce que la philosophie classique avait traité d'une manière duale, voire dualiste jusqu'à présent. Et dès lors, Marcel Jousse choisit son camp. C'est un combattant. Il est plus proche de l'Indien que du Parisien à cause de l'analogie qui existe entre son paysanisme et le leur, à cause de leur rapport commun au mimisme qui s'exprime différemment. Sur ce point ou sur ce champ de bataille, Marcel Jousse est souvent violent. Pas par ses manières, mais dans ses descriptions sans concession de la réalité coloniale aux deux sens du terme, dans la dénonciation de la mort des langues qu'on assassine,
en même temps que, dans le thème précédent, celui de l'enfant, Jousse dénonçait tous ces Mozart qu'on assassine. Son combat, en fait, c'est le mimisme. C'est le mimisme qui doit vivre et s'épanouir dans l'enfant, c'est le mimisme qui doit vivre et s'épanouir dans les cultures indiennes, etc. Et si la vie est un combat, c'est uniquement à cause du mimisme dont Marcel Jousse, avec son tempérament, a fait une cause à défendre et pas simplement une causalité anthropologique à étudier scientifiquement et à enseigner. En fait, Marcel Jousse, c'est un militant du mimisme, en même temps qu'il en est le professeur. Et puis il y a son troisième grand combat, c'est avec lui que je terminerai mon intervention, c'est Rabbi Yeshua. Dans le même ordre d'idées, Jousse ne se contente pas de pratiquer l'exégèse, il défend l'évangile, celui qui correspond à sa conception des choses, et il défend Rabbi Yeshua. C'est le champ de bataille sur lequel il est le plus combatif. Il tire sur tout ce qui bouge parce que, selon lui, tout est faussé à la base, tout est à reprendre à zéro, et parce que l'avenir de la civilisation gallo-galiléenne, les racines de la France, en dépend aussi. Il s'agit de savoir pourquoi on est en droit de demander à quelqu'un d'aller tuer ou mourir. C'est la question telle qu'elle est posée par Marcel Jousse. Le mimisme de Rabbi Yeshua, c'est d'avoir été juif, de langue araméenne, et d'avoir utilisé les méthodes d'enseignement traditionnelles de son milieu pour transmettre un message nouveau et original, c'est-à-dire pour communiquer son propre mimisme à ses disciples et ses élèves. Jousse constate que la méthode de recherche de son époque repose sur ce qu'il appelle des méthodes germaniques, la culture de l'écrit, mais aussi un antisémitisme ambiant qui n'est pas simplement germanique, mais aussi français ou tout simplement européen. Et de là, il faut que les épites pauliniennes soient à la hauteur de Démosthène, et Jésus comme une sorte de Platon, parce que le modèle, ce n'est pas le mimisme judéo-araméen, mais un modèle extérieur, étranger, le modèle gréco-latin, tel qu'on se le représente. On construit donc de l'enfant, on construit du primitif, et puis on construit un petit Jésus européen. C'est la même logique qui court, donc c'est le même combat, c'est la même légitime défense. Et c'est le combat pour le mimisme, ou à partir du mimisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse d'utiliser un modèle artificiel venu d'ailleurs pour qu'on commence à étudier les phénomènes culturels ou individuels en fonction d'eux-mêmes, en fonction de leur propre modèle, en fonction de leur mimisme. En fait, le problème du mimisme, c'est le problème du modèle. Derrière la question du mimisme, un mot étrange à la base, il y a, à mon avis, cette question du modèle. Qui est le modèle de qui? Quel modèle utiliser pour expliquer quoi? Dans ce cas de figure évangélique, si les évangiles sont grecs, c'est-à-dire pas seulement écrits en grec bien plus tard, mais composés en grec, alors c'est un autre mimisme. C'est le mimisme d'Aristote ou de Socrate. Mais si Yeshua est le mimisme de l'évangile, ou le modèle, alors la composition et la structuration ne sont pas issues de ce que l'on retrouve dans les écrits grecs, mais reprennent ce que l'on voit dans les écrits hébreux ou araméens. Et c'est alors que Marcel Jousse explore les Targumim, la Bible en araméen, où il pense retrouver les formules araméennes qui existaient au temps de Yeshua. L'enjeu, c'est d'utiliser un modèle judéo-araméen pour expliquer un phénomène d'origine judéo-araméenne. Il faut que le modèle corresponde au phénomène. Le modèle explicatif ne doit pas venir d'ailleurs et il ne doit pas être plaqué sur un réel avec lequel manifestement il ne répond pas. Pas même avec un lien analogique. De là tous ces enseignements et ces travaux sur la question sur laquelle je ne reviens pas, la question de son travail sur la Bible et les évangiles, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais on voit que la violence pour Marcel Jousse, la violence fondamentale, c'est qu'un modèle étranger vienne se plaquer sur un phénomène qui n'a pas été, qu'on ne cherche pas à expliquer en fonction de lui-même. Et ça, c'est une idée qui se décline dans tous ces thèmes d'enseignement. D'une certaine manière, la violence faite à Yeshua et à l'Évangile, c'est la colonialité. C'est-à-dire qu'on a voulu lui donner des gestes et des rythmes grecs, qui auraient alors remplacé les gestes et les rythmes judéo-araméens, à tel point qu'on ne les verrait plus, qu'on ne les ressentirait plus. Quand le langage recouvre la réalité qu'il était censé exprimer, c'est l'algébrose, et c'est le grand combat de Marcel Jousse, c'est celui qu'il mène en faveur du mimisme contre l'algébrose. C'est là qu'il a une tentation dualiste, à mon avis, parce qu'il a un combat à mener, et après tout, le mimisme n'est-il pas dans l'algébrose, et l'algébrose dans le mimisme? Est-ce qu'on peut vraiment les diviser? Est-ce qu'on peut vraiment les dissocier afin d'en combattre et d'en éliminer un? À mon avis, non. Mais c'est la tendance un peu guerrière de Marcel Jousse. Et c'est là-dessus que je terminerai mon intervention.